C'est parti. Bonjour Odile Chani. Bonjour Rodolphe. Ouais, merci de nous accorder un petit entretien vidéo. Alors, Odile, tu es experte, tu es intervenue comme experte dans le cadre de la commission Foin sur la régulation, les modes de régulation des plateformes, qui vient d'être rendu public là, quelques jours. Donc, ça, c'est une première chose. Tu es également co-animatrice avec Franck Bonneau du réseau Share and Worker, avec, porté également par l'IRES, hein, qui analyse l'évolution du monde du travail et les formes de travail. Et Alors pareil. Rodolphe, le réseau est aussi porté par Astrée, c'est important de le dire, et Christophe Tessier. Voilà. Ok. Et on est global comme ça. Et également, tu interviens comme experte, comme consultante dans le cadre de missions d'expertise menées par des cabinets qui interviennent pour le compte des CSE. Alors là, hors plateforme, hein, mais dans le monde, dans des organisations, on va dire, plus classiques et sur les missions économiques qui sont dévolues aux experts CSE. Donc là, on va parler plateforme. Et donc, le rapport Frouin qui vient de sortir conjugue la partie dialogue social, c'est ce qui va nous intéresser en premier lieu, mais également la partie statut. Et c'est sa porte d'entrée à ce rapport. La porte d'entrée, c'est quand même le statut, et c'est de cette façon-là sont ressortis les premiers éléments d'analyse de ce rapport. Mais cette dissociation statut par rapport aux modalités du dialogue social, comment toi tu la vois? En fait, je dirais qu'elle est aussi contingente tout simplement aux lettres de mission qui ont organisé le travail de la mission. C'est une réponse un petit peu qui n'a pas de côté, mais en fait, la mission au départ avait été nommée pour réfléchir sur l'application de l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités et donc avait pour mission principale de réfléchir sur les modalités de mise en place d'une représentation des travailleurs concernés par l'article 48, c'est-à-dire les travailleurs des plateformes de mobilité. Et ça n'est que dans un second temps, et en particulier avec l'arrêt de la Cour, historique de la Cour de cassation du 4 mars 2020, que la question du statut est montée et qu'une deuxième lettre de mission a été transmise au président Frouin pour traiter également de la question du statut. Donc en fait, en quelque sorte, c'est aussi parce que la jurisprudence a fait bouger les lignes et que la question du statut est montée de manière extrêmement précise et prégnante au printemps de 2020. Rappelle-nous l'arrêt du 4 mars. L'arrêt du 4 mars a requalifié un chauffeur Uber en salarié. Ouais, ok. Et alors, C'était parce historique. qu'un des points qu'on lit dans… Ah oui, j'ai oublié de noter quand même, un point important parce que ça va rentrer dans le cadre de notre entretien. Tu es co-auteur avec Franck Bonneau, donc d'un ouvrage aux éditions du Faubourg, qui est sorti en pleine pandémie. Donc bravo aux éditions du Faubourg de l'avoir produit dans ces conditions-là, et sur déséburiser, reprendre le contrôle. C'est votre axe avec Franck et d'autres, hein, d'autres co-auteurs. Vous êtes vous faites partie des co-auteurs de cet ouvrage. Donc, il y a à côté, et là, dans cet ouvrage, vous avez fait pas mal de propositions dans le cadre de l'évolution que vous voyez et que vous souhaitez pour les travailleurs des plateformes. Et bon, c'est intéressant de voir aussi ton intervention dans le cadre en tant qu'expert dans le cadre de cette mission dévolue au travail de la régulation des modes de régulation de plateforme. Dans ce rapport, il est indiqué quand même, et c'est pas aussi clair que ça, mais qu'il y a des freins, il y a la question du travailleur non salarié à s'engager dans des accords collectifs ou des contrats collectifs est posée par rapport au droit de la concurrence, l'entente concurrentielle, etc. C'était borderline, il y avait pas mal de lignes rouges, etc. Et donc, dans quelle mesure ça recouvre un réel frein, ou pas plus que ça, in fine? Alors, le frein, il est très, très précis puisque c'est l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union européenne et que, effectivement, qui interdit les ententes entre travailleurs indépendants au motif que ça constituerait un cartel et que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, donc je ne suis pas juriste, donc il faut me pardonner quand je parle dans ces termes, mais est constante et en particulier à réserver ce droit-là historiquement aux faux indépendants sur l'arrêt Stunt, Albanie, etc. Donc toute la question de tous ceux qui s'intéressent
à l'évolution, ou en tout cas la capacité qu'on aurait à permettre à des acteurs non salariés d'accéder à des droits fondamentaux, parce que c'est quand même l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que le droit de l'action collective est un droit qui est ouvert à l'ensemble des travailleurs. C'est comment faire en sorte de dépasser ces obstacles juridiques-là. Et cette réflexion-là, elle est propre à tous ceux qui, depuis 4-5 ans, réfléchissent en particulier sur la question des travailleurs de plateforme. Parce que la particularité des travailleurs de plateforme, c'est qu'il y a bien une chose dont on est certain, c'est qu'ils font face à une asymétrie de pouvoir par rapport à leur donneur d'ordre, en particulier la plateforme, qui est quand même assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils sont seuls face à un algorithme et surtout déconnectables très facilement. Donc, s'il y a bien quelque chose, une réflexion qui vient immédiatement aider, c'est que le droit du travail, il est fait pour corriger les asymétries de pouvoir. Et le problème, c'est que la difficulté qu'on a, c'est que justement, le dialogue et les accords collectifs est extrêmement complexe quand justement vous êtes considéré comme un indépendant autonome et donc qu'une entente avec qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit, est considérée comme une entente. Il se trouve que la chance qu'on a, c'est qu'en fait, dans le contexte des travaux de la mission, c'est que le temps a joué pour proposer ou avancer sur ce terrain-là. Le temps au sens où, à force de réfléchir là-dessus, y compris et en particulier au niveau européen, la Commission européenne s'est emparée de ces sujets et a lancé à l'automne dernier une grande consultation qui visait en particulier à réfléchir aux modalités de dépassement de l'opposition entre le droit de la concurrence et le droit du travail. Donc en fait, en quelque sorte, on peut dire que la voie est ouverte pour essayer de réfléchir à s'émanciper des contraintes qui sont posées en droit par l'action collective pour les indépendants. Alors, ça ouvrerait donc la porte à la possibilité à des travailleurs non salariés d'être intégrés, d'être élus, on va en parler, et de représenter d'autres travailleurs non salariés dans le cadre de négociations. Pour autant, et là, je reviens sur la question initiale, dans quelle mesure, quelle est la part, question à la bonne franquette, mais quelle est la part des travailleurs des plateformes qui souhaitent le statut de salarié? C'est pas forcément la majorité au regard des charges. Est-ce que c'est ça ce qu'ils attendent dans le fond? En fait, je dirais on ne le sait pas. On n'a pas une visibilité complètement arrêtée et fine des attentes. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils veulent des conditions de travail décentes. Si ça passe par des actions en justice devant les prud'hommes pour une requalification, parce que tout simplement, en fait, on se rend compte qu'on est dans une situation de dépendance économique, qu'on met en danger sa vie et la vie d'autrui parce qu'on a des conditions de travail qui sont pas décentes et qui sont pas correctes. Dans ce cas-là, ça passe par la casse salariale. Ce qu'on entend dans les revendications, c'est la volonté d'autonomie, ça c'est sûr. Mais enfin bon, il n'y a pas que les travailleurs de plateforme qui réclament de l'autonomie. Je dirais que c'est quelque chose d'assez répandu, y compris dans le monde du travail, dans le salariat, mais aussi des conditions de travail décentes. Et donc, le salariat, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est le statut qui permet de garantir les meilleurs droits sociaux. Par contre, effectivement, ça ne garantit pas forcément l'autonomie dans le travail. Donc, la dialectique, elle est entre les deux, c'est-à-dire jusqu'où je vais dans l'autonomie, à quel point je renonce à mon autonomie, sachant que dans certains cas de plateforme, on est vraiment dans des situations de subordination juridique et pas uniquement de dépendance économique. Donc, dans ces cas-là, est-ce que tout simplement l'employeur n'est pas, la plateforme n'est pas l'employeur? Ou si elle n'est pas l'employeur, comment faire en sorte pour qu'effectivement le travailleur soit en capacité d'organiser sa propre autonomie, mais y compris dans la détermination de ses conditions de travail. Okay. Et pourquoi ne pas considérer dans le cadre des plateformes actuelles, c'est-à-dire qu'il n'est pas exclu qu'avec des plateformes telles qu'elles existent, on arrive à aménager des modalités équilibrées pour toutes les parties prenantes. Okay. C'est quoi la distinction que tu fais dans l'accord, dans le rapport, il est fait mention de ça, entre l'accord collectif et le contrat collectif, qui pourraient, les deux pouvant se négocier? Alors ça, c'est vraiment une différence fondamentale dans le rapport, qui d'ailleurs renvoie aussi à un timing dans les propositions sur le dialogue social. Le rapport propose qu'il y ait une phase d'expérimentation
avant que se mettent en place des modalités plus, je dirais, traditionnelles ou inspirées du dialogue social traditionnel, hein, tel qu'il existe à terme, que durant cette phase d'expérimentation, qui serait aussi une phase de concertation, on autorise l'expérimentation en particulier de contrats collectifs. Alors, le contrat collectif, là dont il s'agit, c'est un contrat collectif en droit civil qui donc, en quelque sorte, ne concerne que les parties prenantes signataires et que les membres adhérents aux parties signataires. Donc, il n'y a aucune considération de erga omnes, il n'y a aucune aussi considération de légitimité, représentativité des parties signataires. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est… moi, ce que je comprends quand les juristes en parlent, quelque chose qui est pur, c'est un objet c'est un contrat pur, sauf que c'est un contrat qui est ultra souple aussi. Ok, ça permet de faire le lien avec. Vous êtes favorable, donc on parle de représentant, parce que l'arbitrage entre le dialogue social direct avec les travailleurs, quel que soit leur statut, est posé dans le rapport, mais également la question de leur représentant, qui va les représenter et par quel mode, donc notamment via la voie élective, avec l'originalité que ça se passe a priori sur un tour, et donc ça ouvre la voie. L'idée, on est sur un secteur qui est nouveau. La logique à ouvrir la voie à de nouveaux entrants qu'on ne connaît pas et qui sont pour eux. Oui. Alors, ça fait le tuilage avec la question précédente, c'est-à-dire le risque qu'il y a avec des contrats collectifs, c'est qu'en fait, tout le monde peut y aller. Des jaunes, des bleus, bref, mais en tout cas, on peut aussi avoir la porte ouverte au moins 10 ans. Toute la difficulté, c'est de dire, il faut sans doute réfléchir à ouvrir la porte à des acteurs émergents, ne serait-ce que tout simplement parce qu'en fait, il y en a qui ont déjà commencé à être des acteurs, que ce soit des associations, des collectifs, des syndicats émergents qui se sont engagés, qui ont mis beaucoup de moyens compliqués à mettre en œuvre pour aller vers ces travailleurs-là, les organiser, les écouter. Et toute la difficulté, c'est de savoir comment effectivement on peut organiser des modalités d'élection, en tout cas d'émergence d'une représentativité qui permette une légitimité, qui ouvre la porte tout en garantissant effectivement que tout le monde puisse être présent pour représenter ces travailleurs-là. Il n'y a aucune raison de dire plutôt les uns que les autres. Mais par contre, pourquoi ne pas considérer la possibilité d'ouvrir le champ de la représentation à des acteurs qui étaient jusque présents, absents de la représentation. Ok, je refais une boucle là sur le. Parce que si tu parles de l'expérimentation des contrats, quand il y a contrat, est-ce que c'est faux de dire il y a contrat, donc il est réservé aux seuls adhérents des signataires? Oui, c'est ça. Ça serait un sacré changement dans le paysage, là, de réserver la signature aux adhérents. Un serpent de mer qu'on entend depuis 30 ans dans les entreprises classiques, on va dire. Alors, de fait, c'est effectivement ce qui est prévu dans la phase expérimentale pour les contrats collectifs. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'articule de manière, je dirais, subtile et complexe sur cette phase entre la phase expérimentale et la phase de constitution et de concertation sur le dialogue. Ok. Alors, on va rester dans le subtil et complexe en parlant de comment toi, tu vois les nuances entre secteurs que vous appelez de vos voeux, tant dans l'ouvrage que vous avez écrit ensemble sur désubériser, reprendre le contrôle, et la branche. Et les risques de parasitage qu'il peut y avoir. Alors déjà, quand on dit secteur branche, ça veut dire qu'on se positionne à un niveau qui n'est pas celui de l'entreprise ou de la plateforme. La première chose à rappeler, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est un message, ou en tout cas ce qui est une des recommandations du rapport Froin, qui est aussi la position que nous on défend dans le livre, mais qu'on retrouve aussi en fait dans beaucoup de contributions, et en particulier je pense à celle du Conseil national du numérique, qui est paru en juin 2020 de cette année. C'est l'idée de dire, en gros, ces acteurs-là, ils sont venus dans des champs d'activité qui sont des champs d'activité qui sont très délimités, très, très précis. Si en plus on pense aux plateformes de la mobilité, en particulier le transport particulier de personnes, T3P,
ou la logistique, ou le transport de marchandises, etc., ou le care, enfin, après, si on élargit le champ des plateformes, et ils ont avec leur spécificité, le fait qu'ils ne relevaient d'aucune réglementation sectorielle, aucune, puisqu'en fait, ce sont des entreprises à la société de l'information, ils n'étaient assujettis ni au droit du travail, ni à aucune réglementation sectorielle, quelle que ce soit. Donc, en quelque sorte, ça pose des problèmes fondamentaux de concurrence. Et le niveau qui s'impose de manière la plus évidente, pour gérer ces questions de concurrence, c'est le niveau du secteur d'activité. Est-ce que c'est celui de la branche? Ce n'est pas évident. Parce qu'en fait, tous, probablement, peuvent être considérés comme appartenant à la branche du transport. Mais là, on est sur des problématiques qui sont des problématiques de professionnalisation, de métier. Il y a des enjeux, y compris de compétences. Et typiquement, la loi Grand-Guillaume s'était intéressée à la question de la professionnalisation des chauffeurs relevant du secteur T3P. Et le T3P, pour autant que je comprenne, n'est pas une branche conventionnelle. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est de dire, OK, comment va-t-on définir le secteur d'activité? Est-ce que c'est une branche? Est-ce que c'est un secteur? Est-ce que c'est un métier? C'est quelque chose qui doit être remis, qui doit être mis sur la table. Mais ce ne serait pas la première fois qu'on s'interrogerait sur le périmètre pertinent d'une branche. Et donc, sur le lien entre le périmètre économique et le périmètre conventionnel, ou en tout cas le périmètre pertinent pour les acteurs concernés par l'accord. L'autre point qui a… Oui, pardon. Non, ce que tu disais, c'est t'avoir coupé. Et quand on en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'enregistrement, tu me parlais de t'insister sur l'importance du métier, comme fond de sauce, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est une approche métier, en fait. Voilà, et là, je rends hommage à Franck, qui n'est pas à côté de moi, mais Franck Bonneau, mon co-auteur, parce que c'est beaucoup en discutant avec Franck qu'on a forgé cette façon aussi de formuler les choses. Okay. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire Franck aussi a une antériorité sur tout ce qui est la réflexion sur son métier, qui est d'abord le métier du transport. Okay. Alors, il y a un point que j'ai pas, excuse-moi si je peux me permettre juste de préciser un point, c'est de dire, en fait, si on parle de secteur dans ce sens-là, on exclut aussi la possibilité de dire, il y a un secteur des plateformes. Pour nous, ce qui serait, la plus mauvaise idée, ce serait de considérer que les plateformes, parce que ce sont des intermédiaires nouveaux qui mêlent à la fois le recours à l'IA et à l'algorithme, à l'IA et à la donnée, et sur des marchés BIFA, etc., représentent en soi une branche. Ça n'a pas grand sens à notre avis, parce que justement, on exclut toute cette question de la concurrence, du métier, etc., qui vient quand on pose le métier d'abord sur l'ouvrage. Ok. Alors, dernière question concernant, alors c'est quand même un gros morceau, en dernière question, c'est quelque chose que vous mettez en avant, c'est la capacité de négocier sur les algorithmes, les algorithmes qui sont comme, voilà, les algorithmes qui sont quand même le nœud de ces plateformes, qui vont distribuer le travail, déterminer les niveaux de prix, etc. Et bon, tu parlais des conditions de travail, comme quoi c'était important d'assurer les bonnes conditions de travail aux salariés, enfin aux travailleurs de ces plateformes, mais c'est quand même l'enjeu aussi phare, c'est d'avoir aussi qu'ils aient la main, enfin une maîtrise des prix, de leur évaluation, c'est quand même ça un gros morceau. Donc cette capacité à négocier, comment tu la vois? Et surtout, comme tu interviens aussi en tant qu'experte dans le cadre des missions dévolues au CSE sur les missions économiques, dans quelle mesure il y a un pont, avec ce qui se passe dans les entreprises classiques, la difficulté historique qu'ont les élus et leurs experts qui les accompagnent à accéder aux informations, au niveau d'information pertinent sur les réorganisations, sur les modes d'évaluation, etc. Dans quelle mesure c'est le même combat? Et donc, bon, peut-être que celui sur les algorithmes va pouvoir, on va dire, tirer, jouer le rôle de locomotive et tirer vers le haut, mais pour l'instant, c'est un combat où ça avance peu. En fait, peut-être que ce qui se passe avec les plateformes, c'est que ça a mis vraiment la question du management algorithmique au cœur du questionnement. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que nul n'est non exposé à l'algorithme. Donc, en gros, tout le monde est concerné. Par contre, ça a pris des dimensions quand même assez exceptionnelles dans le cas des plateformes. C'est pas pour rien qu'on dit, quand on travaille pour une plateforme, c'est l'algorithme qui est le boss.
Donc, ça a été très loin. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le rapport, là, tel qu'il est formulé, introduit des modalités dans le dialogue social. Hein. Donc là, je ne parle pas du livre, mais je parle vraiment du rapport tel qu'il a été rédigé et donc remis au Premier ministre. Il met la transparence et la lisibilité de l'algorithme dans les objets de dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'effectivement, on touche à quelque chose qui est, pour le coup, le core business des plateformes, c'est-à-dire la donnée et l'algorithme, c'est quand même ce qui fait la richesse, la richesse économique et la valeur, en tout cas celle mise en avant par les investisseurs pour les plateformes. Après, en fait, il n'y a pas de raison de considérer, au-delà de ça, qu'il y ait une spécificité des travails de plateforme au regard du management algorithmique par rapport aux entreprises. On est exactement sur les mêmes sujets. Et c'est même étonnant d'ailleurs quand je reprends la définition du BIT qui est donnée sur le management algorithmique, c'est-à-dire la surveillance constante des comportements des travailleurs, l'évaluation permanente des performances. Il y a deux autres critères que j'ai plus là sous les yeux, pardonne-moi, mais qui sont en fait ceux qu'on retrouve, sur lesquels on se dit mais il n'y a pas de différence entre ce qui se passe en entreprise et ce qui se passe dans une plateforme. C'est-à-dire la notation, la performance, le reporting, le fait qu'effectivement il n'y a pas de lisibilité, tout ça, ça n'a aucune raison de s'arrêter à la porte de la plateforme en quelque sorte. Et donc les enjeux sont exactement les mêmes. Oui, mais sauf que dans les boîtes, on va dire classiques, les élus sont en grande difficulté, les experts sont en grande difficulté. Donc, qu'est-ce qui ferait que ça serait plus facile, quand bien même les textes contraignent à la transparence, dans la réalité, ça sera toujours aussi difficile pour les représentants et leurs experts que vous, parce que vous, dans votre, je ne sais pas si vous appelez le fait que les représentants puissent être accompagnés par des experts en algorithme avec une nouvelle catégorie, soit aussi en galère pour pouvoir accéder aux données en question. Il n'y a aucune raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans le rapport. C'est le fait que il y a une disposition supplétive qui est proposée par le rapport dans lequel, dans le cas où ça ne passerait pas par le dialogue, les obligations qui incomberaient aux plateformes en matière de transmission d'informations seraient supérieures à celles qui seraient traitées dans le cas du dialogue. C'est-à-dire, dans le cas du dialogue, on ne traite que de la lisibilité et la transparence, on rajouterait tout ce qui est relatif aux notations et à d'autres dimensions dans la disposition supplétive. Mais il y a une proposition qui est intéressante dans le cas du rapport et ce qui, pour moi, amène aussi à questionner les limites du dialogue, c'est que le rapport propose donc des dispositions législatives. En particulier, il propose aussi, donc il propose de mettre en place une rémunération minimum, etc., mais il propose la mise en place d'une autorité de régulation qui serait une forme d'autorité, y compris en responsabilité sur un certain nombre d'objets, dont notamment les questions de l'algorithme. Et on pourrait tout à fait envisager qu'en fait, cette autorité-là s'empare de ces questions-là. Et moi, il me semble qu'à partir du moment où, effectivement, on constate qu'il y a des limites à ce que peut faire le dialogue, il y a d'autres possibilités d'agir. Et une des pistes pourrait être de considérer que ces formes-là d'autorité, de recours à ces régulateurs-là, pourraient effectivement permettre de traiter ce qui ne peut pas se traiter dans le cadre du dialogue. Ok. Parfait. Tu vois d'autres points, Odile? Écoute, non. Certainement. Non. On n'a pas éclusé le sujet, mais en tout cas, merci pour ce tour d'horizon très complet. C'est quoi la suite? Après, un rapport, c'est bien. Vous avez écrit un ouvrage, très bien. Il y a un rapport, tu es partie prenante dans le rapport. La suite? Alors, la suite du rapport, elle ne m'appartient pas. Elle appartient au pouvoir public, et donc qui sont en train de certainement réfléchir sur ces questions-là. Et nous, de notre côté, on continue à avancer de toute manière sur ces sujets-là avec énergie. C'est très bien. Merci Odile pour cet écho. Et bonne journée à toi. Et je mets en ligne très prochainement. Bonne journée. Merci. À bientôt.